Dans cette capsule, on va aborder le chapitre 9 qui va porter sur l'énergie et la conservation d'énergie. Euh, Jusqu'à maintenant, on a parlé d'un type d'énergie qui est l'énergie cinétique qu'on a définie au chapitre 9, mais on va voir dans ce chapitre-là d'autres formes d'énergie et on va parler aussi du principe de conservation d'énergie. Donc on a deux images ici qui nous représentent en fait deux types d'énergie. L'énergie éolienne, qui est une forme d'énergie cinétique en réalité, c'est le mouvement du vent, donc c'est de l'énergie cinétique. Et on a ici l'énergie solaire qui est représentée par les panneaux solaires. C'est de l'énergie radiative, celle-là, donc les radiations du soleil sont converties en électricité, donc encore une autre forme d'énergie, par les panneaux solaires. Ici, une petite liste non exhaustive des types d'énergie. Alors, on va parler bientôt dans ce chapitre-là de l'énergie gravitationnelle, donc l'énergie contenue dans la gravité, on pourrait dire. En fait, à toute force de la nature, on peut faire correspondre une énergie. Donc, à la force de gravité, on peut faire correspondre une énergie gravitationnelle. La force électromagnétique, ben, à cette force-là correspond une énergie électromagnétique, donc l'énergie du soleil, entre autres, l'énergie solaire, ça vient de là. L'énergie chimique également, quand on fait brûler du bois, par exemple, c'est des réactions chimiques qui dégagent de la chaleur. Mais les réactions chimiques à la base, c'est de l'énergie électrique parce que c'est une force électrique en fait qui maintient les molécules ensemble. Donc à la base, c'est de l'énergie électromagnétique. L'énergie nucléaire, l'énergie qui est contenue dans le noyau due à la force nucléaire, et l'énergie cinétique dont on a déjà parlé, qui est liée au mouvement. Alors commençons par définir l'énergie potentielle gravitationnelle. Ici, on a une balle de baseball qui monte. Donc on l'a lancée vers le haut. Bien sûr, elle va ralentir s'il est en chute libre. Donc, dès qu'on a lâché la balle, elle va monter comme ça, mais elle va ralentir. Donc, sa vitesse finale va être plus petite que sa vitesse initiale. Alors, supposons qu'on appelle y1 et y2, la hauteur initiale, la hauteur finale. Bien, si on se rappelle du théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu au chapitre 8, le travail total qui est fait sur un objet va être égal à sa variation d'énergie cinétique. Sauf qu'ici, là, il y a une seule force en fait. Si on est en chute libre, il y a une seule force, c'est le poids de la balle. Le poids de la balle fait du travail. C'est la force, donc mg, fois le déplacement. Alors le déplacement, ça va être delta y dans ce cas-là. Et on a un signe moins, bien sûr, parce que le poids est vers le bas, la force gravitationnelle est vers le bas, tandis que le déplacement est vers le haut. Donc, ils sont à l'opposé. La force gravitationnelle, donc, fait un travail négatif dans ce cas-là. Alors, on va avoir moins mg delta y. Alors, si on explicite ces deux quantités-là, alors delta y, c'est final moins initial, donc y2 moins y1. Delta K, la variation d'énergie cinétique, c'est une demi mv2 au carré moins une demi mv1 au carré. Ensuite, on peut continuer avec ça. Alors, je l'ai remonté ici en haut, là. Alors, on peut distribuer d'abord la parenthèse ici, puis ensuite envoyer tout ce qui est 1 à gauche, puis tout ce qui est 2 à droite. Donc, 1 ici, on va avoir moins moins, ça fait plus, mgy1. Alors ici, puis le moins une demi mv1 carré, on l'a envoyé à gauche. À droite, on a le 1 demi mv2 carré ici, puis on avait moins mgy2, alors on l'a envoyé à droite, ça devient positif. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? À gauche, on a seulement du 1, donc initial, et à droite, on a seulement du 2, donc final. Alors on a donc, puis on a la même chose de chaque côté. On a mgy qui a rapport à la hauteur, et une demi mv carré qui est l'énergie cinétique. Alors à partir de ça, on avait mgy, alors on va définir cette quantité-là comme étant de l'énergie potentielle. Ça a les mêmes unités que l'énergie cinétique, c'est dans la même équation. Donc, ça va être des joules. En fait, mg, c'est une force, y, une distance, donc c'est des newton-mètres. Alors, c'est bien des joules. Ici, il y a une petite note importante. C'est sûr qu'en définissant l'énergie potentielle comme ça, mg, y, ben le y, en fait, ça dépend toujours du choix du point de référence. Donc, le y est mesuré par rapport à quoi? Donc, est-ce qu'on a choisi le sol comme y égale 0? Je suis sur une table présentement, je pourrais prendre aussi le dessus de la table comme y égale 0. En fait, le y égale 0, c'est arbitraire, ça dépend du choix du système de référence. Ça veut dire que l'énergie potentielle, elle est arbitraire. En partie arbitraire, c'est-à-dire qu'au moins son origine est arbitraire, dépendamment de où je décide de mettre le y égale 0.
L'énergie potentielle va dépendre de ça. Par contre, la variation d'énergie potentielle, delta UG, elle ne dépendra pas du choix du point de référence parce que delta UG, ça va être mg delta Y. Et le delta Y, ça c'est le déplacement. Alors ça ne dépend pas de où on a mis notre Y égale 0. Alors UG dépend du choix de l'origine, mais pas delta UG, donc la variation d'énergie potentielle. On remarque ici qu'en ayant défini l'énergie potentielle comme étant mgy, le delta U, donc final moins initial, ça devient mg delta y, et ça c'est égal à moins le travail qui est fait par la force de gravité. Donc on a un signe moins ici, parce que bien sûr quand on monte un objet, son énergie potentielle va augmenter, va devenir plus grande. Par contre, la gravité a fait un travail négatif. Quand on monte un objet, la gravité, elle, fait un travail négatif pendant ce temps-là. Donc, il y a une différence de signe entre la variation d'énergie potentielle et le travail fait par la gravité. Je reviens à la formule qu'on avait tout à l'heure pour notre balle. En ayant défini l'énergie potentielle gravitationnelle comme étant mgy, ben, on pourrait dire ici que on a l'énergie potentielle initiale plus l'énergie cinétique initiale égale l'énergie potentielle finale plus l'énergie cinétique finale. Autrement dit, ici, on a découvert une quantité qui était conservée dans une chute libre verticale comme ça. C'est la somme de l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie cinétique. Donc, cette quantité-là est conservée puisqu'elle est égale, la somme des deux est égale entre le début et la fin. Ici, on peut dire que c'est comme un échange, en fait. Donc, quand on monte, on gagne de l'énergie potentielle gravitationnelle, mais on va perdre de l'énergie cinétique. À l'inverse, si on descendait, on gagnerait de l'énergie cinétique, mais on perdrait de l'énergie potentielle. Alors, on vient de discuter de l'énergie potentielle pour un mouvement en ligne droite. Vers le haut ou vers le bas, ça serait identique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Supposons que je monte un objet sur un plan incliné. Donc, je prends la boîte qui est là, on part en bas, puis je la monte jusqu'en haut. Donc, delta Y ici, ça va être la hauteur totale de montée. Si je veux calculer encore une fois le travail qui est fait par la force gravitationnelle dans ce cas-là, alors le travail fait par la force gravitationnelle, ça serait mg sinus θ. Pourquoi mg sinus θ? Alors le θ, ça serait l'angle du plan ici. Et on se rappelle, pour avoir fait plusieurs fois ce genre de problème-là, le même angle θ se retrouve ici. Donc mg sinus θ, le côté opposé, c'est bien la composante du poids qui est vers le bas du plan. Donc si on monte, donc il y a une force extérieure qui va monter cette caisse-là jusqu'en haut du plan, eh bien la gravité va faire encore un travail négatif, moins mg sinus θ, fois le déplacement delta x. Le déplacement, ça va être en fait la longueur de la pente ici. Alors ça, c'est le travail fait par la gravité. Par contre, le delta x, si on voulait l'exprimer en fonction de delta y, bien sûr, c'est simplement de la trigonométrie. Delta x, qui est l'hypoténuse, ça serait delta y sur sin θ. Voyez, on peut le voir plus facilement en envoyant le signe de l'autre côté. On aurait sinus égale opposé, delta y, sur hypoténuse, delta x. Alors, si on isole delta x, ça va donner ceci. Maintenant, si je remplace le delta x dans l'équation d'en haut, vous remarquez bien que le sinus θ s'annule. Donc, on en a un ici en haut, on va en avoir un autre en bas, ça va s'annuler. Donc, il va me rester simplement moins mg delta y. Alors ça, c'est exactement la même chose que si on avait monté l'objet directement en ligne droite. La force gravitationnelle aurait fait un travail moins mg delta y. Autrement dit, le travail fait par la force gravitationnelle ne dépend pas du tout de l'inclinaison de la pente. Peu importe l'inclinaison, le θ ne se retrouve pas ici. Ça veut dire aussi que si on le monte en ligne droite, la gravité fait exactement le même travail dans tous les cas. Ce qu'on vient de dire, c'est vrai même si la pente est courbée, c'est-à-dire si elle change d'inclinaison. Pourquoi on peut dire ça? Parce que, imaginez que je suis ici par exemple. Donc je suis ici en bas, puis je veux monter en haut, le delta y total étant cette distance-là ici. Eh bien, je pourrais considérer un paquet de petits déplacements très petits. Donc ici, on aurait un petit déplacement avec une inclinaison nulle, donc la gravité ne fait pas de travail. Le petit déplacement suivant, on aurait une petite inclinaison. Donc on aurait un premier delta y
et la gravité ferait un travail, mais le travail ne dépend pas de l'angle comme on a vu tantôt. Donc, ça dépendrait seulement de delta Y. Alors, vous comprenez que si on prend plein de déplacements comme ça, à chaque fois l'inclinaison change, mais le travail de la gravité ne dépend que du delta Y, peu importe l'inclinaison. Donc, le travail total de la gravité, au bout de tous ces déplacements-là, ben dans le fond, ça va être la somme. Donc, ça va être juste moins mg delta Y total, puisque ça ne dépend pas de l'inclinaison. Alors, c'est vrai, peu importe la forme de la pente, en fait, le travail de la gravité va dépendre uniquement du delta Y. Alors, si on revient à la formule qu'on a vue tout à l'heure, qui découlait du théorème de l'énergie cinétique, on disait que l'énergie potentielle gravitationnelle initiale plus l'énergie cinétique initiale était égale à cette somme-là aussi pour le final. Alors, cette formule-là va être vraie dans n'importe quelle situation où on n'a que la force de gravité qui fait du travail. Donc, à ce moment-là, on va avoir cette formule-là. Et même dans une pente courbe, comme on vient de le voir, ça va être vrai aussi, parce que dans ce cas-là, s'il n'y a pas de friction, il n'y a que la gravité qui fait du travail, parce que la force normale de la pente ne fait pas de travail, elle est perpendiculaire au mouvement. Donc, si on peut négliger la friction, cette équation-là va être valable. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle va se transformer en énergie cinétique ou vice-versa, mais la somme des deux va toujours demeurer constante. Donc, c'est une première forme. On va voir une forme plus précise un peu plus loin, plus complète si on veut, mais c'est une première forme du théorème de conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que la somme de l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie cinétique est conservée. Le petit dispositif ici va nous permettre de vérifier que l'énergie potentielle gravitationnelle ne dépend que de la différence de hauteur. Donc le dispositif, vous voyez, c'est différentes pentes, comme ceci. Donc différentes pentes, mais on part toujours de la même hauteur initiale et on va finir à la même hauteur finale. Il y a une pente ici qui est peu inclinée au début, très inclinée à la fin, moyenne ici, donc également inclinée tout le long. Donc on a différents types de pentes. Et pour mesurer l'énergie potentielle, on va s'y prendre simplement de la manière suivante. C'est que la bille qui va dévaler ces pentes-là va arriver dans un verre qui est fixé à une efface. Alors, j'ai une rampe ici, et on va tout simplement mesurer de quelle distance l'efface va reculer. Donc, je fais ça ici, je laisse aller la bille, comme ceci. Alors, le verre a reculé jusqu'ici. Je vais me prendre une marque, donc je vais mettre une règle ici. Alors, comme ceci, ce côté-là de la règle va représenter de combien l'efface a reculé. Puis en fait, ce que j'ai mesuré là, c'est une quantité de travail, on pourrait dire, parce que c'est de la friction. Donc, la friction fait du travail. J'ai donc mesuré quel est le travail qu'il a fallu que j'accomplisse pour arrêter la balle. Ça mesure donc en fait l'énergie potentielle gravitationnelle. Je recommence avec la pente verte. Alors, comme ceci, vous voyez qu'on est au même endroit. Ensuite, la pente jaune. Alors, encore une fois au même endroit. Et la pente bleue. Voilà. Donc, encore une fois, approximativement égale. Donc, dans les quatre cas, on a la même énergie potentielle gravitationnelle.